Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et pour commencer cet épisode, je voudrais que vous imaginiez une situation avec moi que vous avez déjà peut-être connue dans votre vie. Imaginez que vous êtes à un dîner de famille et que la discussion, par malheur, arrive sur le sujet de la politique. Tout d'un coup, vous avez votre oncle qui n'a pas vraiment les mêmes opinions que vous et vous allez commencer à discuter politique avec lui. Et ça vous semble évident qu'il a tort, ça vous semble évident que vous avez tous les arguments que vous devriez pouvoir le convaincre par A plus B que vous avez raison. Peut-être que il n'a pas fait sa recherche, il connaît pas vraiment le sujet dont il parle, il a des mauvaises informations ou les informations qu'il a sont anciennes parce qu'il n'a pas lu le journal depuis longtemps et vous êtes mieux au courant que lui. Et donc vous essayez totalement rationnellement de le convaincre qu'il a tort, ou alors en tout cas qu'il se trompe, ou essayer de changer son avis de façon très, très gentille, très sympa. Vous réalisez assez rapidement que ça ne fonctionne pas, que plus vous donnez des arguments à votre oncle, plus il s'enrage, vous voyez ses yeux injectés de sang, limite il a de la bave qui lui coule aux lèvres. Vous, de votre côté, vous devenez de plus en plus irrité, vous devenez de plus en plus agressif dans vos arguments, et lui s'entranche de plus en plus dans ses positions, il devient peut-être de plus en plus extrémiste par rapport à ses positions originelles. Là, c'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience, ou en tout cas, si on n'en a pas fait l'expérience, si vous avez un jour dans votre vie regardé un débat télévisé entre deux politiciens, vous avez vu ce que c'est, que deux personnes qui se débattent avec des arguments à droite à gauche sans que personne ne bouge d'un millimètre sa position. Et on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que les arguments logiques, rationnels et cette tentative de persuader les gens ne fonctionnent jamais. Il semble être un fait de la nature humaine la plupart des gens ne changent pas d'avis. Et dans ce podcast, c'est ce dont on va parler. Ce podcast, ça va être le premier épisode d'une nouvelle série sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est toutes ces petites particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Et si vous apprenez à comprendre ces biais cognitifs, ça va avoir un certain nombre d'avantages dans votre vie. À commencer par, vous allez mieux comprendre votre propre cerveau, celui de votre famille, de vos amis et surtout celui de votre prospect. Le but ici, c'est vraiment de mieux comprendre le comportement humain, de façon à pouvoir communiquer plus efficacement et à pouvoir mieux persuader. Donc le but de cette série de podcasts, c'est de vous donner une fenêtre dans tout un tas de façons qui ont été démontrées à la fois par la science, à la fois par les marketeurs qui sont sur le terrain et qui font des campagnes, tous ces petits éléments de l'esprit humain qui vous montrent qu'on n'est pas tout à fait rationnel, qui nous montrent qu'on peut faire des erreurs dans notre jugement, comment les comprendre, comment les anticiper, comment les utiliser à votre avantage dans votre vie personnelle et surtout dans votre business. Ceux d'entre vous qui suivent déjà le podcast Marketing Mania depuis longtemps ont reconnu qu'on a déjà fait une série sur un sujet qui est proche de celui-ci. On a fait une série ensemble sur la persuasion qui était tirée du bouquin Influence et manipulation de Cialdini. Si vous avez déjà écouté cette série, très bien. Si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous conseille d'aller l'écouter avant celle-ci puisque la série qu'on avait fait sur Influence et manipulation est un petit peu la saison 1 et celle qu'on est en train de faire maintenant sur les biais cognitifs et la saison 2. Donc si vous voulez rattraper le bus, c'est gratuit, vous pouvez retrouver la séquence de podcast en vous rendant à l'URL marketingmania.fr/influence. Vous pouvez également, bien sûr, retrouver les 6 podcasts sur influence et manipulation dans votre flux de podcasts, si vous m'écoutez sur iTunes, sur Stitcher ou sur le player de podcast que vous utilisez. Si vous remontez un petit peu dans le temps, vous pourrez retrouver cette série de podcasts que je vous conseille d'écouter avant. Le lien pour la série que vous êtes en train d'écouter, ce sera marketingmania.fr/billets. BIAIS. Et si vous vous rendez à cette URL-là, vous pourrez télécharger un guide PDF où je vais vous lister l'ensemble des biais cognitifs dont on va parler dans la série. C'est un peu un récapitulatif parce que c'est vrai que quand on écoute ces podcasts, vous n'avez pas toujours le temps de prendre des notes et donc ça vous permet de retrouver une liste des biais cognitifs et puis de pouvoir vous y référer dans le futur. Le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est donc le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance à rechercher,
à favoriser, à interpréter et à mémoriser les informations qui confirment nos croyances et hypothèses préexistantes. En d'autres termes, nous avons tendance à repérer dans notre environnement les informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer les informations qui semblent nier ce qu'on croit déjà. Ça va être une des raisons principales pour laquelle essayer de convaincre quelqu'un avec des arguments qu'il a tort ne va pas toujours marcher, parce que parfois ils vont simplement ignorer vos arguments, ou alors ils vont interpréter vos arguments de façon à prouver qu'ils ont raison. On va commencer par deux exemples extrêmes de ça, et ensuite on va prendre un exemple plus surprenant. Premier exemple, les ovnis. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient encore que voilà, non seulement les extraterrestres existent, ils nous ont visités, et en plus le gouvernement le sait et refuse de le dire. Donc ce que vous avez dans les ovnis, c'est vous avez des preuves très vagues, donc quelqu'un a vu une lumière, ou vous avez quelqu'un qui a filmé le ciel et vous voyez voilà, une lumière passer qui pourrait être une toile filante, un avion, etc. Peu importe. Ces preuves-là sont très faibles, et pourtant ça va suffire à instaurer une croyance très forte chez les gens. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ils se sont convaincus que les extraterrestres existent et nous ont visités, toutes les informations qui sont contraires à cette croyance vont être interprétées d'une façon à soutenir la croyance. Donc si par exemple le gouvernement nous dit non, on a trouvé aucune preuve des extraterrestres, les gens vous diront bah, c'est clairement une conspiration du complot, et c'est clairement une preuve que le gouvernement a trouvé des extraterrestres et ne veut pas nous le dire. Il y a aussi par exemple une croyance que j'ai découvert récemment dans cette communauté des gens qui croient aux ovnis, c'est que les pilotes de ligne, qui conduisent des avions, ont un pacte, le pacte des pilotes. Et le pacte des pilotes dirait que si un pilote de ligne, pendant qu'il conduit son avion, voit un ovni passer, voit un petit martien qui lui fait coucou dans la soucoupe volante, il faut rien dire. Et donc il y aurait un pacte des pilotes qui renforce du coup la croyance, puisque pourquoi il y aurait un pacte des pilotes si il n'y avait pas d'ovni ? Le fait que personne n'en parle renforce le fait qu'il y a une loi du silence. Évidemment, voilà, si vous demandez à des pilotes, ça n'existe pas. Donc la raison pour laquelle on n'en entend pas parler, tout simplement parce que ça a été totalement inventé. Mais comment est-ce que vous allez convaincre quelqu'un qui est convaincu que les ovnis existent avec ces arguments ? Vous n'allez pas pouvoir le faire. On verra tout à l'heure comment faire pour surmonter dans certains cas le biais de confirmation. Il est possible que dans certains cas comme celui-ci, ça soit impossible. Les ovnis, c'est pas le seul cas où les gens vont devenir persuadés de quelque chose qui nous semble absurde sans aucune preuve. Un autre exemple qui est encore plus extrême, c'est Bigfoot, donc l'abominable homme des neiges en gros, il y a un certain nombre de personnes vraiment aux États-Unis qui cherchent activement l'existence de Bigfoot et qui sont convaincus qu'il existe et qu'on va enfin pouvoir prouver son existence. Et une des choses qui les a convaincus que Bigfoot existe, c'est qu'il y a une vidéo qui a été filmée par un gars qui s'appelle Robert Patterson et qui avait filmé cette vidéo dans les années 50 où vous voyez de loin ce qui est supposé être un Bigfoot. Les gens disent que c'est probablement un mec qui porte un costume de gorille. Cette vidéo a été discréditée. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est venu à la télé et qui a dit « J'ai porté le costume de gorille dans la vidéo ». Ils lui ont même fait un détecteur de mensonges pour prouver qu'il avait porté le costume de gorille. Et le fait que ce gars-là soit venu à la vidéo, comme c'est venu des années après la vidéo, les gens qui avaient été convaincus par la vidéo, qui avaient passé des années à chercher Bigfoot, le jour où un gars est venu à la télé, il a passé un détecteur de mensonges et il a dit « J'étais dans le costume ». Ça n'a pas suffi à les convaincre. Et au contraire, ça les a persuadés qu'il y a un complot de l'établissement scientifique et du gouvernement pour masquer l'existence de Bigfoot. Et pourtant, voilà, ils sont en train de chercher un animal de 3 mètres de haut en plein milieu des États-Unis. Ça fait 50 ans qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et pourtant, ils arrivent toujours à y croire. Et là, je vais vous donner deux exemples, OVNI et Bigfoot, qui clairement peuvent vous dire « Ok, le biais de confirmation, c'est un truc pour les fous ». Il s'avère que le biais de confirmation s'applique dans tous les domaines. Et en particulier, il s'applique dans la finance. C'est un biais très connu dans la finance, qu'à partir du moment où un investisseur a pris une position sur un marché, il va avoir tendance à interpréter les prochaines informations qu'il va recevoir de façon favorable à sa position. Et si vous voulez aller sur un domaine où les gens sont
a priori encore plus rationnels, vous pouvez aller voir dans le domaine de la science. Donc, un gars qui s'appelle Max Planck explique que le biais de confirmation touche même les physiciens. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on a eu une avancée importante dans la physique, cette avancée-là n'avait jamais vraiment été acceptée par les gens qui étaient déjà en place. Et qu'en fait, les seules personnes à vraiment pouvoir faire des avancées et à vraiment pouvoir capitaliser sur les dernières découvertes sont en fait les plus jeunes, les étudiants qui sont soit encore en formation, soit qui viennent de sortir de la formation, qui n'ont pas encore investi des années de leur carrière à prouver quelque chose ou à confirmer quelque chose, qui sont donc relativement frais de ce côté-là, ils ont pas un biais très fort, mais que même les scientifiques les plus expérimentés, et même Einstein, sur la fin de sa carrière, il était considéré comme un peu en retard, parce que il n'arrivait pas à accepter certaines des découvertes qui étaient à la pointe de son domaine. C'est pas qu'il n'était pas assez intelligent, c'est qu'il était tout simplement humain. Et quand vous êtes humain, vous êtes marqué par ce biais de confirmation. Donc maintenant, on va se demander un petit peu comment est-ce que ça marche. Maintenant qu'on a établi l'existence de ce biais-là de confirmation, pourquoi est-ce que ça existe et comment est-ce que ça fonctionne? La façon dont le biais de confirmation existe fonctionne en 3 étapes. Premièrement, on va rechercher les informations qui correspondent à notre croyance préexistante. Deuxièmement, on va interpréter les informations qu'on trouve de façon à soutenir notre croyance existante. Et troisièmement, on va retenir plus facilement les informations qui confirment notre croyance existante. Donc commençons par le premier. On va commencer à rechercher les informations qui prouvent ce qu'on croit déjà. Donc si on prend tout à l'heure l'exemple de Bigfoot, les gens qui croient à Bigfoot vont rechercher des informations qui soutiennent leur croyance, et ils vont en trouver quelques-unes. Donc voilà, vous avez trouvé des traces de pas de Bigfoot, vous avez la fameuse vidéo, vous avez le fait que certains scientifiques qui sont vraiment à la marge, qui n'arrivent pas à trop publier leurs études, déclarent avoir trouvé de l'ADN de Bigfoot. Évidemment, personne ne veut publier leurs études parce qu'elles sont bidons. Mais si vous cherchez exclusivement des preuves que Bigfoot existe, vous allez en trouver quelques-unes. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire. Y compris, par exemple, dans les sciences sociales. Il y a un biais bien connu dans les sciences sociales, c'est-à-dire tout ce qui est psychologie, comment faire pour diminuer la pauvreté, le racisme, etc., où toutes les études qui sont publiées vont dans la même direction. Parce que toutes les études qui sont commencées cherchent à prouver le même type de postulat, en fait. Tout le monde part de la même base, et tout le monde cherche à prouver le postulat qui est populaire dans la psychologie ou dans la science sociale, et personne ne cherche à aller contre ce postulat. Pourquoi? Pour différentes raisons. Une d'entre elles étant qu'il est plus facile de faire publier un papier qui va dans le sens des choses, mais l'autre étant simplement que la plupart des gens qui sont dans la psychologie acceptent les éléments fondamentaux qui sont acceptés aujourd'hui dans le domaine de la psychologie et ne cherchent pas à les invalider. Deuxième chose, c'est que les gens vont interpréter les nouvelles informations de façon à soutenir leurs croyances existantes. Donc là-dessus, je vais prendre un exemple d'actualité. En ce moment, on a une campagne aux États-Unis dont un des candidats assez controversé est Donald Trump. Donc, il y a 2 positions principales aux États-Unis sur Donald Trump. Soit vous pensez que Donald Trump, c'est un vrai de vrai, c'est enfin un gars qui va redonner la vie aux États-Unis, un gars qui parle vrai, un gars qui dit la vérité, un gars qui dit tout ce que tout le monde pense mais que personne n'ose dire. En face, vous avez Hillary Clinton qui est une bureaucrate de carrière, etc. Ou soit vous prenez l'autre position, où vous êtes plutôt du camp des démocrates d'Hillary Clinton, et vous pensez que Donald Trump est un raciste, xénophobe, la réincarnation d'Hitler, et que en face, Hillary Clinton promeut les bonnes valeurs, etc., etc. Maintenant, on va voir comment ces 2 camps vont prendre la même information et vont l'interpréter de façon différente. Donc vous avez Donald Trump qui arrive et qui dit il faut construire un mur sur la frontière avec le Mexique. Les gens qui vont être pro-Donald Trump vont interpréter cette information de la façon suivante. Ça confirme que Donald Trump, il n'a pas peur de dire les choses. Ça confirme qu'il est vraiment prêt à protéger les États-Unis, même si les médias vont le caricaturer en tant que raciste. Donc ça confirme leur croyance que Donald Trump, c'est quelqu'un qui parle vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Si vous êtes du côté de Hillary Clinton, effectivement, ça va bien sûr vous confirmer la croyance que Donald Trump est un raciste et un xénophobe. Même information qui peut être interprétée de différentes façons selon la situation. Troisièmement, mémoire sélective. Donc mémoire sélective, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent exister dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous dit
qu'il n'a pas de chance, qu'il est vraiment malchanceux. Quand quelqu'un est malchanceux, il faut se demander, est-ce que vous croyez vraiment que la malchance existe? C'est-à-dire, est-ce que certaines personnes sont magiquement favorisées ou défavorisées par le hasard? Ou est-ce que vous croyez de façon rationnelle que tout le monde a à peu près la même dose de chance et de malchance, donc c'est aléatoire, mais que les gens qui pensent ne pas avoir de chance retiennent les informations qui confirment leur croyance existante. Et les gens qui pensent avoir de la chance vont retenir les informations qui confirment leur croyance existante. C'est-à-dire que euh, si vous avez joué à 100 jeux concours dans votre vie et que vous avez gagné une fois, vous pouvez dire «Ah ouais, je gagne jamais, j'ai perdu 99 fois sur 100». Ou alors vous pouvez dire «Ah, j'ai de la chance, j'ai gagné une fois», alors que presque personne ne gagne au jeu concours. Donc c'est deux interprétations différentes de la même statistique selon votre croyance préalable. Un autre exemple, est-ce que vous avez l'impression de prendre toujours la file la plus longue quand vous allez au supermarché ou quand vous êtes dans un embouteillage? Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression d'être dans la file la plus longue? C'est parce que, évidemment, les jours où vous êtes dans la file la plus rapide, ça dure 2 minutes et vous passez à la caisse et vous rentrez chez vous. Les jours où vous êtes coincé pendant 15 minutes derrière une grand-mère qui essaye d'argumenter pourquoi il faut prendre son coupon pour le lait périmé, ce jour-là, forcément, ça va vous énerver et donc vous allez plus facilement retenir ce fait. Et donc, ça va biaiser votre interprétation de votre chance sur les fils, puisque vous allez confirmer voilà, cette croyance qui est préalable. Parlons maintenant de quelques éléments qui vont renforcer le biais de confirmation. Tout au long de cette série de podcasts sur les biais cognitifs, on va voir encore et encore des choses qui sont ce que Charlie Munger appelle une Lollapalooza. Donc Charlie Munger, c'est un milliardaire parce que c'est le partenaire de Warren Buffett qui sont des investisseurs qui ont été très très intelligents sur les 60 dernières années pour transformer voilà, quelques milliers de dollars en des milliards de dollars dans la bourse et qui sont spécialistes de prendre des décisions. Et un des concepts fondamentaux de Munger et auquel on va revenir encore dans cette série, c'est ce qu'il appelle la Lollapalooza. Lollapalooza, c'est quand plusieurs biais cognitifs vont se mélanger pour avoir un impact très fort. Donc c'est l'idée qu'en soi, un biais cognitif individuel n'est pas forcément très puissant, mais quand vous avez plusieurs biais cognitifs qui marchent dans le même sens, vous pouvez avoir un effet très fort sur le comportement humain. Et c'est comme ça que vous allez avoir les gens qui vont se comporter de façon très irrationnelle. Donc le premier effet renforçant du biais de confirmation, c'est que les gens sont inconfortables avec le doute. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision, où vous avez le choix entre plusieurs options, où vous devez former une opinion sur quelque chose, vous allez avoir tendance à former une opinion très rapidement. C'est l'idée que quand vous rencontrez quelqu'un, vous prenez une décision dans les 30 premières secondes. C'est l'idée que quand vous allez à un entretien d'embauche, l'employeur va décider dans les 5 premières minutes s'il va vous engager ou pas. Les gens ont tendance à prendre des décisions très rapidement, même avant d'avoir l'ensemble des cartes en main sur la décision à prendre. Pourquoi? Parce que être dans une situation où vous êtes dans le doute complet, où vous retenez votre jugement, c'est quelque chose qui est psychologiquement inconfortable. Un des impacts de cette réalisation-là, c'est que vous allez avoir une influence excessive des premières informations qui vont être reçues. Donc si vous avez une séquence d'arguments, une séquence d'informations, bien souvent, les premiers arguments et les premières informations vont être plus impactants dans la décision finale que les informations qui arrivent après. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent pas d'avoir l'ensemble des cartes en main pour prendre la décision. Et ça a une conséquence bien connue qui est que si vous présentez une suite d'options avec leurs avantages relatifs à quelqu'un, vous avez intérêt à commencer par l'option que vous voulez qu'il choisisse. Donc si vous présentez à quelqu'un une suite d'options pour votre produit, commencez toujours par la plus chère. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre leur décision selon ce que vous leur présentez. Donc quelqu'un qui va acheter votre version à 1 000 €. Si vous commencez par lui présenter la version à 200 €, il va se dire « Ah tiens, la version à 200 € a l'air pas mal ». Et maintenant, vous lui avez vendu la version à 200 €, il va se conforter dans sa décision. Si vous commencez à lui vendre la version à 1 000 €, il va se conforter dans cette décision-là.
Donc bien souvent, et ça a été montré dans pas mal d'études, l'ordre dans lequel vous présentez les informations a un impact important, puisque les gens vont prendre leurs décisions avant d'avoir reçu l'ensemble des informations. L'autre élément qui va renforcer le biais de confirmation, c'est l'influence excessive des anecdotes. Ça, c'est la vieille idée que si vous êtes une association caritative qui voulait réduire la pauvreté en Afrique, vous pouvez dire que il y a 5 millions d'enfants en Afrique qui meurent de faim chaque année, ou alors vous pouvez montrer l'histoire et la photo de un enfant qui est en difficulté. Et montrer l'exemple anecdotique de un enfant sera très très souvent plus efficace que de montrer la statistique. D'un point de vue rationnel, si les humains étaient des robots, l'exemple anecdotique ne devrait pas avoir un impact. Uniquement la statistique devrait avoir un impact pour décider quelle est la cause la plus méritante et la plus urgente en termes de philanthropie. Dans la pratique et dans les êtres humains, la statistique ne représente rien dans le cerveau des gens, mais l'anecdote a un impact très important. L'autre exemple, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un qu'un quartier est dangereux, vous pouvez lui montrer toutes les statistiques de crimes au monde. Euh, et ça aura un certain effet où, d'un point de vue rationnel, il va se dire c'est dangereux. Ou alors vous pouvez lui montrer un exemple d'une personne qui s'est fait agresser avec voilà, une conséquence négative, et ça va avoir un impact beaucoup plus mémorable. Encore mieux, si vous pouvez vous arranger pour qu'il se fasse agresser, alors là, il s'en souviendra pour toujours, et il croira pour le restant de sa vie que ce quartier est dangereux. En termes marketing, c'est la même idée. Si vous voulez convaincre quelqu'un que votre produit fonctionne, vous pouvez donner une statistique sur vos clients, vous pouvez montrer un témoignage vraiment détaillé sur une personne qui a utilisé votre produit et qui a eu un résultat, et ça sera toujours plus efficace que de donner la statistique. Même si d'un point de vue rationnel, ça ne devrait pas l'être. Le dernier élément qui renforce le biais de confirmation, c'est ce qu'on appelle en économie les coûts irrécupérables. Les coûts récupérables, c'est l'idée qu'une fois que vous avez investi de l'argent dans un projet ou dans un produit, d'un point de vue rationnel, l'argent qui a déjà été investi est déjà perdu. Et donc vous devriez prendre la décision de s'il faut continuer ou pas, comme si vous partiez de zéro, comme si l'argent n'avait jamais été investi, et est-ce que à partir de maintenant, ça a du sens de continuer. Évidemment, dans la plupart des cas, une fois qu'on a déjà investi voilà, des milliers d'euros dans un projet ou on a investi des mois de travail dans un projet, on ne considère plus ce projet d'un point de vue rationnel puisqu'on se dit «mais je peux pas arrêter maintenant, j'ai déjà investi tant d'argent dedans». Ce qu'on appelle les coûts irrécupérables qui est un biais bien connu en économie et dans la finance. Un exemple, c'est, voilà, vous allez rencontrer un gars qui a monté une startup, ça fait 2 ans qu'il lutte, que ça décolle pas. Si vous disiez à quelqu'un «est-ce que tu veux reprendre la tête de cette startup qui galère depuis 2 ans et qui fait aucun argent», personne ne voudrait prendre la tête de cette startup. Parce que c'est évident que c'est une idée perdante. Mais pour le gars qui a investi 2 ans de sa vie dedans, il a un coût irrécupérable dans cette startup. Il se dit, mince, je peux pas avoir gâché ces 2 années. Je dois continuer, je dois rentabiliser mon investissement. D'un point de vue rationnel, c'est pas forcément logique, mais d'un point de vue humain, c'est comme ça que beaucoup de gens réfléchissent. C'est aussi le cas chez les parieurs, c'est-à-dire les gens qui ont déjà parié un peu d'argent et qui se sentent, voilà, qui ont perdu un peu d'argent, se disent je peux pas arrêter maintenant, j'ai perdu de l'argent, il faut que je continue à jouer pour gagner. Évidemment, s'ils ont perdu de l'argent, il est probable que s'ils continuent à jouer, ils vont perdre encore plus. Mais le comportement de la personne qui est à la table de Paris, c'est très rarement quelque chose de rationnel. Voyons maintenant quelques applications marketing de ce biais de confirmation. Donc en marketing, il faut toujours faire attention si vous allez tenter d'attaquer des croyances préalables. En particulier, si la croyance que vous voulez attaquer est forte, tenter de changer cette croyance directement avec de la logique a de grandes chances de ne pas fonctionner. C'est une erreur que fait très souvent l'État, ou en tout cas qu'ils ont fait historiquement. Maintenant, c'est mieux parce que la science de la psychologie s'est améliorée, les agences de communication qui travaillent avec l'État sont devenues plus compétentes. Mais voilà, dans les campagnes de santé publique, bien souvent, on essaye de vous donner des statistiques sur l'impact de tel ou tel comportement qui ne seront jamais très efficaces. Au contraire, si vous pouvez avoir voilà, des images impactantes, je suis sûr que vous pouvez penser à voilà, ces publicités
pour la sécurité routière, celle qui marche, celle qui reste avec vous, celle dont vous vous souvenez, c'est les publicités voilà, qui sont terrifiantes. Celle où vous avez un adolescent qui conduit la voiture et tout d'un coup il se retourne et voilà, tous ses enfants, tous ses amis dans le siège arrière sont des squelettes qui sont en train de se faire cramer parce qu'il voilà, il a trop bu en sortant de boîte et il a eu un accident de voiture. Toutes ces images un peu vivides, c'est beaucoup plus efficace de dire ça que de dire si vous buvez de l'alcool, votre temps de réaction va être réduit de 5,3 secondes. Et c'est pour ça que si vous voulez attaquer une croyance préalable, il faut faire appel à des principes plus fondamentaux, où il faut faire appel à des croyances plus profondes que le principe d'origine. Donc si vous voulez convaincre les gens d'arrêter de fumer, c'est très efficace de faire appel à un principe fondamental qui est, si vous fumez, le tabagisme passif, ça va donner un cancer de poumon à votre gosse. Ça, c'est très efficace. Pourquoi ? Parce que vous faites appel à un principe fondamental qui est l'amour de la famille. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est aux États-Unis, on a fait des études récemment sur comment pouvoir changer les opinions des gens sur des questions de société. Et il y a 2 questions de société sur lesquelles ils ont travaillé, qui sont numéro 1, le mariage gay, et numéro 2, l'avortement. Donc comment convaincre des gens de soutenir le mariage gay et comment convaincre des gens de soutenir l'avortement ? Vous aurez reconnu des questions politiques, donc on se retrouve dans la situation de l'oncle ou du dîner de famille en début de podcast, c'est-à-dire vous êtes sur des questions qui sont très émotionnelles, sur lesquelles les arguments rationnels ne fonctionnent pas parce qu'ils ont déjà été essayés 1000 fois et sur lesquels les gens ont des opinions très entranchées. Et il s'est avéré qu'il y a une façon qui est assez efficace pour changer les opinions des gens là-dessus, et ça va être de faire appel à leur empathie. Donc la meilleure façon de changer l'opinion des gens sur le mariage gay, c'est d'envoyer quelqu'un qui est gay aller parler à des républicains qui sont opposés au mariage gay. Et simplement d'avoir une conversation avec eux. Donc on envoie des gens sonner à leur porte et on a une conversation avec eux sur le mariage gay. Et la meilleure façon de transformer l'opinion des gens sur l'avortement, c'était la même chose, c'est d'envoyer une jeune fille qui avait eu un avortement parler à des républicains qui étaient opposés à l'avortement. Et il s'est avéré que c'était la meilleure méthode pour faire changer l'opinion des gens là-dessus. Pourquoi ? Parce que tant que vous cantonnez à des arguments rationnels ou à des arguments moraux, vous allez uniquement renforcer le biais de confirmation. Et vous allez uniquement permettre aux gens de s'entrancher dans leur position actuelle. Mais si vous faites appel à leur empathie, si vous leur montrez pour la première fois une image humaine, une image individuelle, une image anecdotique de l'impact que leur opinion peut avoir ou de l'impact que certaines positions politiques peuvent avoir, et voilà, les études ont montré que ça, c'était une façon très efficace de changer les opinions des gens. Et on a montré en particulier que le plus efficace n'était pas de demander à l'intervenant de faire des arguments, mais uniquement d'avoir une conversation sur les expériences humaines. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique directement au marketing et qui d'ailleurs, dans le domaine politique, ces expériences-là ont été faites depuis les années 2010. Dans le domaine marketing, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des alarmes, la meilleure façon de vendre des alarmes pour les cambriolages, c'est d'aller voir quelqu'un et leur dire, voilà, vous avez... votre voisin ou la personne dans votre quartier, là, a été cambriolé. Voilà ce qui leur est arrivé, voilà à quel point ils ont été traumatisés, voilà tout ce qui leur a été volé. Et en plus, on leur a volé les bijoux de famille, et c'est vraiment irremplaçable, etc. Est-ce que vous voulez acheter une alarme ? Si vous prenez cet angle de l'anecdote, de l'empathie, les gens vont avoir des chances beaucoup plus importantes d'acheter votre alarme. L'autre application dont je ne vais pas trop parler maintenant parce que le podcast est déjà suffisamment long et j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, c'est toutes les applications du principe de cohérence. C'est-à-dire mettre en place votre business de façon à convaincre les gens de commencer à croire une certaine croyance. Puisque à partir du moment où vous avez permis aux gens d'adopter une certaine croyance, même de façon très légère, ils vont eux-mêmes trouver des raisons de renforcer cette croyance. Encore une fois, j'ai fait un podcast entier dans ma fameuse série sur influence et manipulation qui s'appelle Le principe de cohérence. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller le réécouter.
ou allez l'écouter pour la première fois. Si vous l'avez déjà écouté, ça peut valoir le coup d'aller le réécouter, puisque ça va vous montrer encore plein d'autres idées sur comment appliquer ce principe du biais de confirmation. Si on sort un peu du domaine marketing, d'un point de vue business et personnel, c'est très utile pour vous d'être conscient de ce biais de confirmation, d'être conscient du fait qu'une fois que vous avez établi des croyances, vous allez automatiquement chercher des raisons de les confirmer. Ça veut dire que si vous pouvez devenir confortable avec un certain niveau de doute, si vous pouvez être à l'aise à retenir votre jugement pendant un certain temps, ce qui est une position qui n'est pas naturelle pour l'être humain puisqu'on a envie de prendre une décision rapidement. Si vous pouvez devenir à l'aise avec cet élément-là, ça va avoir un effet très positif dans le sens où vous allez pouvoir prendre des décisions plus rationnelles et pouvoir changer d'avis plus facilement. L'autre élément, c'est que quand vous essayez de réfléchir à une croyance, de réfléchir à est-ce qu'il faut faire l'option A ou l'option B, c'est de toujours chercher à invalider vos conclusions. Puisqu'on a vu tout à l'heure que la plupart des gens, ou en tout cas la tendance naturelle de l'être humain, c'est de chercher les preuves qui soutiennent nos croyances. Et on a tendance à ne pas chercher les preuves potentielles qui peuvent invalider notre croyance. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de se convaincre quand on n'a qu'une partie de l'argument. Le conseil que donne Munger, qui est donc encore une fois l'investisseur de génie dont j'ai parlé tout à l'heure, le conseil de Munger, c'est de dire si vous voulez avoir une opinion, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir expliquer les arguments du côté opposé à votre opinion mieux que eux-mêmes peuvent l'expliquer. En d'autres termes, si vous voulez monter un business où, disons, vous allez transférer la médecine sur Internet, donc vous montez un business médecinenligne.com, et vous êtes convaincu que dans le futur, tout le monde fera de la médecine sur Internet et qu'on n'ira plus chez le médecin que dans les cas très graves, s'il faut aller à l'hôpital, etc. Donc vous avez cette hypothèse. La plupart des gens vont chercher à trouver des raisons qui vont soutenir leurs croyances, c'est-à-dire trouver toutes les raisons pour lesquelles, ben oui, la médecine va arriver sur Internet. Mais ça peut être intéressant d'aller parler à des gens qui pensent que non, que la visite chez le médecin est toujours indispensable, d'aller parler à ces gens et de comprendre tous leurs arguments, et d'aller proactivement chercher les arguments qui contredisent vos opinions personnelles, puisque, et moi je peux vous le dire que je ne suis pas du tout parfait là-dessus, je remarque tout le temps que j'ai tendance à chercher les raisons pour lesquelles mon plan va fonctionner et ne pas trop penser aux raisons pour lesquelles mon plan va échouer. Et donc récemment, j'ai commencé à me forcer, et c'est pas facile, c'est désagréable, à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles mon plan peut échouer. Et bien souvent, quand vous vous forcez à faire ce travail, vous allez découvrir des nouvelles idées, découvrir des nouvelles choses à faire, découvrir des choses, voilà, des risques auxquels il faut faire attention, et vous allez au final devenir plus efficace dans votre business et dans vos relations personnelles. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre série sur les biais cognitifs, où on va parler du biais narratif. D'ici là, ça me ferait très très plaisir si vous pouviez aller me laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Les évaluations sont très importantes pour un podcast. Ça me permet de toujours pouvoir toucher plus de monde. Ça permet à Marketing Mania de se développer. Ça permet de pouvoir investir plus de temps dans ce podcast, dans mon contenu. En ce moment, je suis en train de monter une chaîne YouTube. Donc voilà, tous ces éléments-là permettent d'investir plus dans le contenu de Marketing Mania, et puis c'est toujours un bon signal pour moi pour comprendre ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Donc rendez-vous sur iTunes, laissez-moi une évaluation. Si vous voulez retrouver tous les épisodes de cette série sur les biais cognitifs et télécharger le PDF récapitulatif avec tous les biais cognitifs, l'adresse c'est marketingmania.fr/biais, B-I-A-I-S. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. À bientôt.